Je choisissais ma robe de demoiselle d'honneur quand ma fille m'a dit que ma couleur ne correspondait pas aux couleurs du mariage. J'avais 56 ans, la pommade que ma mère appelait toujours « nuit étoilée », et je venais de passer 3 mois à l'aider à payer le traiteur, qu'elle ne pouvait pas se permettre seule. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de couleur de peau, à côté de celle de ses amies blanches sur les photos. Bonne vidéo. Bien sûr, elle ne l'a pas dit comme ça. Personne ne le dit jamais comme ça. Elle a utilisé des expressions comme « harmonie visuelle » et « ton complémentaire », tout en me montrant une inspiration Pinterest sur son téléphone où toutes les demoiselles d'honneur semblaient sortir tout droit d'un catalogue de crèmes auto-bronzantes. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai fait semblant de ne pas comprendre ce qui était aussi évident que la lumière du soleil qui inondait le salon. Ma propre fille m'excluait du jour le plus important de sa vie parce que ma peau était trop foncée pour l'esthétique qu'elle promouvait sur Instagram. Connaissez-vous cette sensation, quand le sol se dérobe sous vos pieds, mais que vous restez debout, souriante, parce que vous ne voulez pas que quiconque vous voie tomber? C'était exactement ça. 67 ans de vie m'ont appris à encaisser les humiliations avec élégance. À sourire quand on qualifiait mes cheveux des « exotiques ». À être reconnaissante quand on me disait que j'étais « jolie pour une noire ». À accepter d'être la seule absente des photos de famille que mon ex-mari avait accrochées au salon. J'avais survécu à tout cela en gardant le silence, en maintenant la paix, en étant la mère qui ne causait pas de problème. Mais une mariée ne peut-elle pas avoir une demoiselle d'honneur à la peau foncée tout en préservant le récit féerique qu'elle a construit pour ses 2000 abonnés? Elle m'a alors proposé une autre solution. Je pouvais être honorée autrement. Prononcer un discours émouvant. Tenir le bouquet pendant la cérémonie. Me tenir au 2e rang. N'importe quoi, sauf apparaître à côté d'elle, là où les caméras seraient braquées, où les comparaisons seraient inévitables, où ma couleur de peau serait trop visible pour être effacée au montage. Elle a enrobé sa proposition d'affection, de sollicitude pour mon confort, d'excuses sur la charge de travail épuisante des demoiselles d'honneur. Comme si elle me protégeait. Comme si j'étais trop bête pour comprendre le sous-texte. J'ai dit que je comprenais. J'ai serré ma fille dans mes bras. J'ai quitté cette maison avec le même sourire qui m'avait toujours permis de survivre. Mais quelque chose en moi s'était brisé. Ce n'était pas encore de la colère. C'était pire. C'était une prise de conscience. La prise de conscience que j'avais passé des décennies à me rendre invisible pour me fondre dans le décor que ma propre famille me réservait, et que même alors, je ne serais jamais assez discrète. 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'invitation officielle. Mon nom y figurait, imprimé en lettres cursives dorées, confirmant ma place d'invitée. Ni marraine, ni mère d'un enfant handicapé. Juste un nom de plus sur la liste des personnes qui prendraient place et applaudiraient au moment opportun. Je fixais ce bout de papier comme un miroir reflétant tout ce que j'avais laissé m'arriver. Toutes ces fois où j'étais restée silencieuse. Toutes ces fois où j'avais accepté moins que ce que je méritais par peur d'être qualifiée de difficile, de susceptible ou d'exagérée. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps une personne peut endurer d'être traitée comme une ombre avant de décider de devenir lumière? J'ai rangé l'invitation dans le tiroir. Je n'ai pas répondu si j'irais ou non. Ma fille a appelé 2 fois pour me le demander. Mais j'ai simplement dit que j'y réfléchissais, que confirmer ma présence n'était pas urgent. Elle s'est agacée. Elle a insisté pour connaître le nombre exact d'invités pour le buffet. J'ai promis de lui répondre bientôt. J'ai raccroché et réalisé que, pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressé de faire plaisir à qui que ce soit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des plans. La robe blanche était suspendue dans le placard du magasin quand je suis entrée. Ce n'était pas ce que je cherchais. J'étais venu pour trouver quelque chose de discret, qui me permettrait de me fondre dans le décor des photos, quelque chose qui crierait « invitée élégante et réservée ». Mais cette robe m'a interpellée. Longue, élégante, avec une coupe qui flattait la silhouette sans être vulgaire. D'un blanc pur. Le genre de blanc qu'on voit en couverture des magazines. Le genre de blanc que portent les mariés. Je me suis mise à rire toute seule, là, au beau milieu du magasin. La vendeuse s'est approchée, souriante, et m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour choisir une robe de mariage. J'ai dit oui. Elle a sélectionné 3 robes au ton pastel, toutes ornées de délicats imprimés floraux, parfaites pour une mère qui ne souhaite pas voler la vedette. Je l'ai remerciée. Je les ai toutes essayées. J'ai pris des photos. Puis, lorsqu'elle est partie s'occuper d'une autre cliente, je suis retournée vers la robe blanche. Ma mère disait toujours que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais elle n'expliquait jamais que parfois, la vengeance n'a pas besoin d'être violente pour être dévastatrice.
Parfois, il suffit qu'elle soit vraie. Et la vérité était la suivante. Ma fille avait honte de moi. Non pas parce que j'étais une mauvaise mère. Non pas parce que je l'avais déçue. Mais parce que ma peau était trop foncée pour correspondre à l'idéal de beauté blanche qu'elle vendait au monde. Alors pourquoi ne pas utiliser du blanc? J'ai acheté la robe le jour même. J'ai dépensé plus que je n'aurais dû, plus que ce qui était raisonnable pour quelqu'un qui vit de sa pension et de petits boulots d'aide-soignante. Mais certaines choses sont inestimables. Certaines choses valent chaque centime, ne serait-ce que pour leur valeur symbolique. J'ai gardé la robe au fond de l'armoire, enveloppée dans du papier de soie, comme un secret dangereux que personne ne devait découvrir avant le moment venu. Les semaines suivantes, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai appelé ma fille pour prendre de ses nouvelles. Je lui ai proposé mon aide pour les compositions florales. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle semblait soulagée, comme si elle s'attendait à une dispute qui n'a jamais eu lieu. Comme si j'avais enfin accepté mon rôle de soutien invisible dans sa vie. Et je l'ai laissé le croire. Car plus elle se détendait, plus j'avais de temps pour m'occuper de ce qui devait être fait. Avez-vous déjà remarqué que les gens ne remarquent votre présence que lorsque vous menacez leur emprise sur le récit? Pendant des années, j'ai été la mère qui ne se plaignait jamais. La grand-mère qui se contentait de miettes d'attention. La femme noire qui connaissait sa place. Et c'est précisément pour cette raison que personne n'attendait de moi autre chose que de continuer à être cette version domestiquée de moi-même. J'ai commencé à parler du mariage à quelques amis. Je leur ai raconté comment ma fille avait pensé à tout. Avec quel soin elle avait choisi ses demoiselles d'honneur. Comme elles étaient toutes belles, jeunes et avec une peau qui bronzait facilement en été. Je n'ai pas dit directement ce qui s'était passé. Ce n'était pas nécessaire. Ma voix parlait d'elle-même. Le silence de mes amis en disait encore plus. L'une d'elles, Sao, que je connaissais depuis l'école, me prit la main et me demanda si j'étais sûre de vouloir aller à ce mariage. Je répondis par l'affirmative. Elle me demanda alors si je ne préférais pas voyager, disparaître, laisser mon absence parler pour moi. Je souris. Je lui dis que ma présence serait bien plus éloquente. C'est Sao qui m'a donné l'idée du discours. Pas un discours de mère émue bénissant l'union, mais un vrai discours. Elle disait que chaque mariée attend de sa mère qu'elle prononce des paroles élogieuses à son sujet devant tous les invités. Que c'est un moment sacré, inviolable, où personne n'ose interrompre ni questionner. Et que, précisément pour cette raison, ce serait le moment idéal. J'ai commencé à écrire cette même nuit. Chaque mot était une décision. Chaque phrase, un choix entre le silence et la dignité. Je ne voulais pas être cruelle. Je ne voulais pas détruire ma fille. Mais il fallait qu'elle comprenne, devant tous ceux qu'elle aimait, ce que signifiait m'effacer. Ce que signifiait avoir honte de sa propre mère. Ce que signifiait choisir l'esthétique plutôt que l'amour. Tant de personnes choisissent de rester ici, au fil des révélations, car elles savent que ces histoires ne relèvent pas d'une vengeance facile. Elles parlent de justice. Elles parlent de femmes qui ont passé leur vie entière à se faire discrètes, et qui décident enfin de prendre leur place. 10 jours avant le mariage, ma fille m'a appelé une dernière fois pour confirmer les détails. Elle m'a demandé quelle couleur j'allais porter. J'ai répondu que c'était une surprise. Elle a ri et m'a dit qu'elle avait confiance en mon bon goût. Je l'ai remerciée. J'ai raccroché et j'ai regardé la robe blanche qui pendait dans le placard. Le jour approchait. Le matin du mariage, je me suis réveillée à 5 heures. Non pas que j'ai besoin d'autant de temps pour me préparer, mais parce que je n'arrivais pas à dormir. Je suis restée allongée, les yeux fixés au plafond, ressentant le poids de ce que j'allais faire. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus ancien. C'était la sensation d'avoir franchi une porte sans retour. Je me suis levée, j'ai préparé du café et je me suis assise sur le balcon encore plongé dans l'obscurité. La ville était silencieuse, de ce silence qui n'existe que juste avant que le monde ne s'éveille. J'ai repensé à toutes ces fois où je m'étais réveillée ainsi, seule, portant le poids de décisions que personne d'autre n'avait apportées. J'ai repensé aux nombreuses nuits passées à m'occuper de ma fille quand elle était bébé, à la bercer dans mes bras pendant que mon mari dormait dans la pièce d'Axe en grave côté. J'ai repensé à cette fois où j'étais toujours celle qui tenait la barque, celle qui ne se plaignait jamais, celle qui trouvait des solutions. Et je me suis dit que, même après tout ça, je n'étais toujours pas assez bien pour être à côté d'elle sur les photos. La robe blanche était repassée, impeccable, prête à être portée. J'avais répété mentalement ce moment des centaines de fois. Chaque pas, chaque regard, chaque seconde de silence avant de prendre la parole.
Mais maintenant que le jour était arrivé, je ressentais autre chose. Ce n'était pas du triomphe. C'était de la tristesse. Une tristesse profonde, de celle qu'on porte sur les épaules pendant des années avant de finalement décider de s'en libérer et de laisser chacun voir à quel point elle nous pèse. J'ai pris une douche lente. J'ai appliqué soigneusement de la crème hydratante sur ma peau, observant chaque marque, chaque cicatrice, chaque nuance de peau foncée que ma fille avait jugée incompatible avec sa carnation. Ma peau avait travaillé sous le soleil. Elle l'avait portée dans mon ventre. Elle avait vieilli en créant, en nourrissant, en aimant. Et maintenant, elle était jugée selon des critères esthétiques copiés sur les magazines américains. J'ai enfilé la robe blanche à 7 heures du matin. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. Non pas parce que j'avais changé d'apparence, mais parce que, pour la première fois depuis des décennies, je me voyais vraiment. Non pas comme une mère, ni comme une domestique, ni comme une ombre, mais comme une femme. Comme un être humain qui méritait d'exister. Le tissu tombait à merveille. La longueur était élégante. La coupe, raffinée. Rien de vulgaire, rien d'inapproprié, rien qui puisse servir d'excuse. C'était simplement une robe blanche. Belle. Impeccable. Et totalement inappropriée pour une invitée à un mariage où seule la mariée a le droit de porter du blanc. J'ai relevé mes cheveux en un chignon bas. J'ai mis des boucles d'oreilles discrètes. J'ai appliqué du rouge à lèvres rouges, car si je devais me faire remarquer, il fallait que ce soit impossible de m'ignorer. J'ai pris le sac où se trouvait le discours. J'ai pris 3 grandes inspirations. Et je suis sorti de la maison. L'église se trouvait à l'autre bout de la ville. J'ai pris un taxi car je ne me sentais pas capable de conduire dans cet état. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur et a souri. Il m'a dit que j'étais magnifique et que ce devait être un jour spécial. Je l'ai remercié. J'ai répondu que oui, c'était un jour très spécial. Il m'a demandé si c'était mon mariage. J'ai ri. J'ai dit que non, c'était le mariage de ma fille. Il a paru perplexe un instant, les yeux rivés sur ma robe blanche, mais il n'a rien dit. Il m'a simplement souhaité du bonheur. Quand nous sommes arrivés à l'église, il y avait déjà du monde à la porte. Des connaissances, des parents éloignés, des amis du marié. J'ai vu l'instant précis où ils m'ont aperçu. Un silence s'est installé, comme les ondulations à la surface d'un étang lorsqu'on y jette une pierre. Les têtes se sont tournées. Les yeux écarquillés. Les bouches entr'ouvertes. Puis les chuchotements. Bas, urgents, choqués. J'ai souri. J'ai salué chacun comme si de rien n'était. Comme si porter du blanc au mariage de ma propre fille était la chose la plus naturelle au monde. Certains ont détourné le regard, gênés. D'autres m'ont salué en retour, mais d'une voix hésitante, comme quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Une tante éloignée a osé me demander si je ne m'étais pas trompée, si je n'avais pas oublié qu'il s'agissait d'un mariage et non d'un renouvellement de vœux. J'ai répondu que non, que j'étais exactement comme je l'avais prévu. J'entrai dans l'église. L'allée semblait interminable. Chaque pas résonnait dans le silence pesant qui s'était installé. Les gens déjà assis se retournèrent pour me regarder passer. Certains chuchotaient. D'autres restaient silencieux, se contentant de me fixer. Je gardais la tête haute, les épaules droites, un sourire serein aux lèvres. Car c'était là l'essentiel. Ne pas paraître hors de contrôle. Ne pas paraître vengeresse. Simplement être là, occuper l'espace, vêtu de blanc. Je me suis assise au 2e rang, exactement à l'endroit que ma fille m'avait indiqué. Pas au premier, là où les mères s'assoient d'habitude. Au 2e. En tant qu'invitée. J'ai croisé les jambes, ajusté ma robe, posé mon sac sur mes genoux. Et j'ai attendu. C'est alors que j'ai vu ma fille entrer par la porte de côté, encore en train de peaufiner ses préparatifs. Elle riait de quelque chose que sa marraine avait dit. Elle était radieuse, parfaite, enveloppée de tulle et de dentelle blanc. Et puis elle m'a vu. Son sourire s'est effacé. Son visage s'est figé. Ses yeux ont parcouru la robe blanche de la taille jusqu'à l'ourlet, puis se sont levés vers moi, cherchant une explication, un sens, quelque chose qui puisse expliquer ce malentendu. Mais je me suis contenté de sourire. Et de faire un signe de la main. Un geste délicat, maternel, comme ce qu'une mère fait pour dire « Tu es magnifique, mon amour ». Elle devint livide. Plus blanche que la robe elle-même. La demoiselle d'honneur à ses côtés le remarqua et suivit son regard. Puis une autre. Et encore une autre. Toutes me regardaient. Toutes voyaient la robe blanche. Toutes comprenaient, au même instant, ce que cela signifiait.
Ma fille s'est retournée et a couru vers la salle de préparation. J'ai entendu des voix fortes. J'ai entendu des pleurs. J'ai perçu ce qui ressemblait à une violente dispute derrière ces portes closes. Et je suis restée assise, calme, à attendre. Car désormais, il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait pour elle de choisir ce qui comptait le plus, sa fierté blessée ou la cérémonie qui avait nécessité des mois de préparation et des milliers de réaux. La porte du hall s'ouvrit. Ma fille apparut, les yeux rouges mais son maquillage intact. On avait vite réparé les dégâts causés par ses larmes. Elle s'avança vers moi d'un pas rapide, sa robe de mariée flottant comme un nuage d'orage. Elle s'arrêta devant moi, baissa les yeux sur ma robe blanche et murmura d'une voix tremblante. « Tu ne peux pas me faire ça. » Je suis restée assise. Je la regardais avec le même calme que d'habitude. Le même calme que j'avais toujours eu quand j'avais ravalé ma honte pour éviter une scène. Sauf que cette fois, ce calme n'était pas de la soumission. C'était un choix. Que puis-je faire, mon amour? Je suis venue à ton mariage. Elle serra les poings. Sa voix sortit plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Quelques personnes au premier rang se retournèrent pour la regarder. Tu portes du blanc. À mon mariage. Tu sais parfaitement ce que tu fais. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire malveillant. C'était presque un sourire triste. Car à cet instant, en voyant ma fille s'efforcer de contenir sa colère sans faire d'esclandre, j'ai compris qu'elle ressentait enfin une infime partie de ce que j'avais éprouvé lorsque j'avais été exclu. L'humiliation d'être rabaissée devant tout le monde. L'impuissance de ne pouvoir crier la vérité sans paraître hors de contrôle. Je porte une très belle robe, ma fille. Tout comme toi. Je trouvais qu'elle convenait à l'occasion. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais sa marraine apparut à ses côtés, lui retenant le bras et lui murmurant quelque chose à l'oreille. Sans doute pour lui rappeler que les invités les observaient. Qu'une scène maintenant serait pire. Que la cérémonie devait commencer. Ma fille prit une profonde inspiration, tentant de se ressaisir. Elle me regarda une dernière fois, avec un mélange de haine et de désespoir, puis retourna aux préparatifs. Je savais ce qu'elle pensait. Qu'elle pouvait m'ignorer. Qu'elle pouvait poursuivre la cérémonie comme si de rien n'était. Qu'au final, c'était son jour, et que je n'étais qu'un détail agaçant qu'on oublierait après les photos. Mais elle ne connaissait pas encore le discours. La cérémonie commença à l'heure. La musique retentit. Les demoiselles d'honneur entrèrent, toutes vêtues de robes rose pâle et lavande, le teint hâlé, incarnant à la perfection l'esthétique que ma fille promouvait sur les réseaux sociaux depuis des mois. Elles descendirent l'allée, sourire radieux, pose répétée. Et puis ma fille fit son entrée. Tout le monde se leva. Tout le monde se retourna. Les appareils photos crépitèrent. Et pendant un instant, ce fut véritablement magnifique. Elle rayonnait. Sa robe était sublime. Le marié pleura en la voyant. C'était exactement le moment féerique qu'elle avait imaginé. Mais me voilà, assise au deuxième rang, en blanc. Et chaque fois qu'on regardait la mariée, le regard se posait inévitablement sur moi. Chaque fois qu'un appareil photo braquait sur l'allée, j'apparaissais dans un coin du cadre. Chaque fois qu'un invité prenait une photo, il devait choisir de m'inclure ou non, et les deux options étaient gênantes. C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir cette démarche, manifestant silencieusement leur émotion face à ce message. Car il ne s'agissait pas seulement de mon histoire. C'était l'histoire de toutes les mères qui, un jour, ont été traitées comme de simples accessoires jetables dans la vie de leurs enfants. La cérémonie reprit. Les vœux furent échangés. Les alliances furent passées. Le prêtre les déclara mari et femme. Des applaudissements emplirent l'église. Ma fille et son fiancé remontèrent l'allée, désormais mariés, souriant aux invités. Lorsqu'ils me croisèrent, elle détourna le regard. Elle ne me regarda pas. Elle ne me fit pas signe de la main. Elle continua simplement son chemin, comme si je n'existais pas. Mais tout le monde savait que j'étais là. La réception se déroulait dans une élégante salle de bal, ornée de fleurs blanches et or, d'un éclairage tamisé et de tables dressées avec de la porcelaine précieuse. Ma place était à la table familiale, mais pas à la table d'honneur. Elle était assise avec des oncles et des cousins éloignés que je voyais une fois par an. Assez loin pour ne pas apparaître sur les photos importantes, mais assez près pour que je ne puisse pas dire que j'étais exclu. Nous avons dîné. Les gens discutaient. De la musique jouait. Et peu à peu, j'ai commencé à remarquer les regards. Ce n'étaient plus seulement des regards de choc. C'étaient des regards de curiosité. De spéculation. Des petits groupes chuchotaient,
regardant dans ma direction, puis la mariée. Essayant de comprendre. Essayant de reconstituer le puzzle. Une cousine s'approcha, faisant semblant de prendre une serviette sur la table voisine, et murmura en passant. « Vous faites une déclaration. Quel courage !» Je l'ai remercié d'un signe de tête. Je n'ai rien ajouté. Car le vrai courage restait à venir. Le DJ a annoncé que les discours allaient bientôt commencer. D'abord, le père du marié. Puis la demoiselle d'honneur. Et ensuite, mon tour. Ma fille ignorait encore que j'avais demandé à prendre la parole. Elle en avait parlé à l'organisateur une semaine auparavant, lui confiant son désir de se faire une belle surprise. Il avait adoré l'idée. Quelle mère ne souhaite pas honorer sa fille le jour de son mariage? J'ai vu le moment où on l'a mise au courant. J'ai vu l'instant précis où quelqu'un lui a glissé à l'oreille que j'allais prononcer un discours. J'ai vu la panique se peindre sur son visage. Elle m'a cherché du regard. Elle m'a trouvé. Et en une fraction de seconde, nos regards se sont croisés à travers les tables, les fleurs et les invités qui ne se doutaient de rien. Elle le savait. Elle savait enfin que ce n'était pas qu'une simple histoire de robe blanche. C'était bien plus important. Quelque chose qu'elle ne pouvait plus contrôler. Quelque chose qu'elle allait dire à voix haute, devant tous ceux qu'elle aimait, tous ceux qu'elle admirait, tous ceux qui suivaient sa vie parfaite sur les réseaux sociaux. Le microphone était prêt. Et j'étais prêt. Le père du marié prit la parole en premier. Un discours court, ponctué de plaisanteries sur le fait que son fils avait enfin quitté le nid et était désormais le problème de quelqu'un d'autre. L'assistance rit et applaudit. L'ambiance était détendue et sereine. Puis ce fut au tour de la demoiselle d'honneur. Elle raconta des anecdotes amusantes de ses années d'université, parla de la véritable amitié et souhaita tout le bonheur du monde aux jeunes mariés. De nouveaux applaudissements et de nouveaux sourires illuminaient le visage des mariés. Et puis ils ont appelé mon nom. Je me suis levé lentement. Ma robe blanche me paraissait peser une tonne tandis que je marchais vers le micro. 200 personnes observaient chacun de mes pas. Un silence absolu régnait dans la salle. Ce n'était pas le silence respectueux de ceux qui attendent un discours poignant. C'était le silence tendu de ceux qui sentent qu'une explosion est sur le point de se produire. J'ai pris le micro. J'ai regardé ma fille. Elle était raide sur sa chaise, les mains crispées sur ses genoux, un sourire forcé aux lèvres. Le marié à côté d'elle semblait perplexe, ne comprenant pas pourquoi l'atmosphère avait tant changé. Toutes les demoiselles d'honneur me regardaient, attendant. J'ai pris une grande inspiration. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la mère de la mariée. Ma voix était ferme. Plus ferme que je ne l'aurais cru. J'ai continué. Je tiens à vous remercier d'être présent pour célébrer cette journée si spéciale avec ma fille et son époux. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait un long voyage, annulé des engagements et tenu à être là. Cela témoigne de tout l'amour que je lui porte. J'ai marqué une pause. J'ai regardé autour de moi. Les gens se détendaient un peu, pensant qu'il s'agirait d'un discours comme un autre. Mais ma fille le savait. Elle savait que je commençais à peine. Être mère est une expérience étrange. On porte la vie en soi pendant 9 mois. Puis, pendant des années, on la porte dans ses bras, sur ses genoux, sur son dos. On leur apprend à marcher, à parler, à lire. On les protège de tout ce qui pourrait leur faire du mal. Et quand ils grandissent, on a encore envie de les protéger, même en sachant qu'on ne le peut plus. Quelques femmes dans le public ont commencé à hocher la tête, se reconnaissant les unes les autres. Des mères qui se reconnaissaient. J'ai poursuivi. Mais vient un moment où l'on réalise que ce n'est plus nécessaire de la même manière. Que nos enfants ont grandi et qu'ils ont leur propre vie, leurs propres projets, leur propre vision du monde. Et c'est très bien ainsi. Cela fait partie de la vie. On élève des enfants pour les libérer, pas pour les emprisonner. J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Ce qui fait mal, ce n'est pas d'être laissé pour compte. Ce qui fait mal, c'est d'être mis à l'écart. Le silence se fit encore plus pesant dans la pièce. Quelques personnes échangèrent des regards. Ma fille était pâle. Ma fille est magnifique. Elle l'a toujours été. Mais sa beauté n'a jamais eu besoin de mon absence. Elle n'avait pas besoin de m'éclipser pour rayonner. Et pourtant, au moment de choisir qui serait à ses côtés sur les photos les plus importantes de sa vie, je n'ai pas été prise en compte. Non pas parce que je n'ai pas proposé mon aide. Non pas parce que j'étais distante. Mais parce que ma peau est trop foncée pour correspondre à la palette de couleurs qu'elle a choisie. Un silence absolu. Pas un murmure. Pas un mouvement. 200 personnes figées,
assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Elle m'a dit, avec toute la délicatesse dont elle était capable, que je ne correspondais pas à l'esthétique du mariage. Que ma présence à ses côtés risquait de gâcher les photos. Qu'il valait mieux que je reste en coulisses, que je fasse un discours, que je porte le bouquet, bref, que je reste n'importe où sauf sous les projecteurs. J'ai vu des gens se tourner vers ma fille. J'ai vu des expressions changer. La confusion se muer en compréhension. La compréhension en malaise. Alors je me suis dit, si ma couleur de peau pose problème quand je suis à côté d'elle, que se passera-t-il si je porte la même couleur qu'elle? Si nous sommes toutes les deux habillées en blanc, serai-je toujours invisible? Ou serai-je enfin remarquée? J'ai montré ma robe du doigt. Voilà pourquoi je suis là. En blanc. Au mariage de ma fille. Non pas pour lui voler la vedette. Mais pour montrer que j'existe. Que je suis belle. Que je mérite d'être sur n'importe quelle photo, n'importe où, dans n'importe quelle couleur que je choisis de porter. Certaines personnes ont commencé à applaudir. D'abord timidement, puis plus fort. D'autres étaient paralysées, ne sachant comment réagir. Ma fille avait les larmes aux yeux, son maquillage finissant par s'estomper. Son fiancé lui tenait la main, déconcerté, essayant de comprendre ce qui se passait. Je n'ai pas ma fille. Je l'aime. Plus qu'elle ne peut le comprendre en ce moment. Mais aimer, ce n'est pas accepter d'être traité comme une moins que rien. Aimer, ce n'est pas disparaître pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Et aimer, ce n'est certainement pas avaler la pilule du racisme, même s'il est présenté sous un jour favorable. J'ai remis le microphone dans son support. Je souhaite beaucoup de bonheur à ce couple. Vraiment. Et j'espère que ma fille apprendra, avant d'avoir ses propres enfants, que personne ne devrait avoir honte de sa mère, quelle que soit la couleur de sa peau. Je suis retourné à ma table. La salle a réagi de façon mitigée. Certains applaudissaient, d'autres restaient silencieux, sous le choc. Partout, des conversations animées s'engageaient. On prenait son téléphone. Des gens filmaient. D'autres envoyaient des SMS. L'histoire se répandait déjà. Ma fille s'est levée et a quitté la salle en courant. Le marié l'a suivie. Les demoiselles d'honneur ont échangé des regards, désemparés. La fête avait pris une autre tournure. Ce n'était plus une célébration, mais une confrontation. C'était la vérité enfin révélée après des années de silence. Et moi, assise à table avec des parents éloignés, en robe blanche, je me sentais enfin libre. Je suis restée assise seule à table pendant une dizaine de minutes, tandis que le chaos s'installait autour de moi. Les gens ne savaient pas s'ils devaient continuer à faire la fête, faire comme si de rien n'était ou simplement partir. La musique s'était arrêtée. Les serveurs se tenaient dans un coin, attendant des instructions qui ne venaient pas. Le photographe a rangé son appareil. Même les enfants, qui couraient auparavant d'une table à l'autre, étaient silencieux, sentant qu'un événement important s'était produit, sans pour autant en comprendre la raison. Kosé Sao s'est alors approchée. Elle s'est assise à côté de moi, m'a pris la main et n'a rien dit. Elle est restée là, silencieuse. Et c'est dans ce silence que j'ai compris toute la gravité de mon geste. Ce n'était pas qu'un simple discours. C'était la fin d'une relation, telle qu'elle avait été. Ma fille et moi ne serions plus jamais les mêmes. Des proches commencèrent à s'approcher. D'abord les plus âgés. Les tantes qui avaient elles-mêmes subi cet effacement. Les cousins qui reconnaissaient cette douleur d'être traités comme des ombres par leur propre famille. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler. Une main posée sur l'épaule. Un regard qui disait « Je comprends ». Une brève étreinte avant de retourner à leur table. Chaque geste était un engagement silencieux de solidarité. Mais il y avait aussi les autres regards. Les regards désapprobateurs. Ceux qui pensaient que j'avais gâché le jour le plus important de la vie de ma fille. Ceux qui pensaient que les blessures émotionnelles devaient se régler en privé, pas en public. Ceux qui croyaient qu'une mère est une mère, et qu'une mère endure, pardonne, oublie, ravale tout. Ceux qui n'avaient jamais vécu ce que c'est que d'être rejeté à cause de la couleur de sa peau et qui, par conséquent, pensaient que j'exagérais. J'ai vu la mère du marié parler à d'autres dames, toutes les regards tournés vers moi. J'ai perçu leur désapprobation. J'ai entendu des bribes de phrases. Quel manque de classe. C'était son jour. Il y a un temps et un lieu pour tout. Comme s'il existait un temps et un lieu appropriés pour la dignité. Comme si je devais prendre rendez-vous pour affirmer que je refusais d'être effacée. Ma fille est revenue 20 minutes plus tard. Ses yeux étaient gonflés, mais elle avait retouché son maquillage.
Le marié était à ses côtés, la main posée sur son dos, un geste protecteur. Il se tenait à l'entrée de la salle, et peu à peu, les conversations s'estompèrent. Tous attendaient de voir la suite. Elle prit le micro. Sa voix tremblait. Je m'excuse pour cette interruption. Ce devrait être un jour de joie, et j'aimerais que nous continuions à célébrer. Profiter pleinement des festivités. Il ne m'a pas regardé. Pas une seule fois. Il a simplement fait signe au DJ de relancer la musique et s'est dirigé droit vers la table d'honneur. La fête a repris, mais l'ambiance était différente. Forcée. Mécanique. Les gens dansaient par obligation, pas par envie. Les conversations portaient sur ce qui s'était passé, et non sur le mariage lui-même. Je suis resté 1 heure de plus. Non pas par envie, mais parce que partir à cet instant lui aurait donné la satisfaction de me voir m'enfuir. J'ai mangé le dessert. J'ai bu le champagne pour le toast. J'ai bavardé avec tous ceux qui s'approchaient. J'ai fait comme si de rien n'était, malgré mon cœur brisé. Car c'est cet aspect de la vengeance dont personne ne m'avait parlé. Elle ne fait pas disparaître la douleur. Elle la transforme simplement en autre chose. En quelque chose de public, de partagé, de témoigné. La douleur cesse d'être seulement la vôtre et devient partie intégrante d'une histoire plus vaste. Et c'est à vous de décider si cela apporte un soulagement ou simplement une autre forme de solitude. Quand je suis finalement parti, la nuit était froide. J'ai enlevé mes chaussures à l'entrée et j'ai marché pieds nus jusqu'au taxi. Le chauffeur m'a demandé comment s'était passée la soirée. J'ai répondu qu'elle avait été inoubliable. Il a ri, croyant que c'était un compliment. Je l'ai laissé croire cela. Je suis rentré, j'ai enlevé la robe blanche, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai rangée dans l'armoire. Je ne sais pas si je la reporterai. Je ne sais même pas si j'en ai envie. Cette robe avait rempli son rôle. J'étais devenu visible dans un lieu où l'on cherchait à m'effacer. Elle avait donné voix à une douleur que je portais en silence depuis des mois. Mais maintenant, seul dans la pièce sombre, les yeux fixés au plafond, je me demandais si cela en avait valu la peine. Si cela valait la peine d'exposer ma fille de cette façon. Si cela revenait à transformer son mariage en tribune pour ma protestation. Si cela revenait à utiliser le jour le plus important de sa vie pour dénoncer le racisme et réclamer le respect. Et la réponse qui est venue n'était pas simple. Ce n'était ni un oui triomphant, ni un non empreint de regret. C'était quelque chose entre les deux. C'était la prise de conscience que certaines batailles n'ont pas de vainqueur. Juste des gens qui disent tout haut ce qui a toujours dû être dit, et qui doivent ensuite en assumer les conséquences pour le restant de leur jour. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer toute la nuit. Des messages de soutien. Des messages de critique. Des gens qui étaient à la fête, d'autres qui en avaient entendu parler, d'autres encore qui avaient vu les vidéos qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux. L'histoire avait pris une ampleur inattendue. Elle n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à tous ceux qui avaient un jour été exclus, rejetés, effacés parce qu'ils ne correspondaient pas aux normes. Et me voilà, au beau milieu de tout ça, à me demander si ma fille me pardonnerait un jour. Ou si j'avais besoin de son pardon pour aller de l'avant. J'ai passé 3 jours sans parler à personne. J'ai éteint mon téléphone. J'ai verrouillé la porte. Seul avec le silence de la maison, j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Les murs me paraissaient plus petits. L'air, plus lourd. Comme si le monde s'était rétréci pour ne tenir que dans ces pièces où j'avais élevé ma fille, où j'avais rêvé de son avenir, où j'avais imaginé qu'un jour nous serions plus proches et non plus éloignés. Le 4e jour, j'ai allumé mon portable. J'avais 417 messages. Je ne les ai pas tous lus, mais j'en ai lu quelques-uns. Et c'est dans ces messages que j'ai compris l'ampleur de mon geste. Des femmes noires de tout le pays disaient avoir pleuré en regardant la vidéo. Qu'elles se reconnaissaient en moi. Qu'elles se souvenaient de leur propre mère, grand-mère, tante, effacées des mariages, des remises de diplômes, des fêtes de famille. Celles qui avaient passé leur vie entière à être mises de côté pour ne pas se faire remarquer sur les photos. Une femme a écrit que sa mère, aujourd'hui décédée, n'avait jamais été demoiselle d'honneur au mariage de ses 4 enfants. On trouvait toujours une excuse. On disait qu'elle serait mieux dans le public, que c'était plus confortable, qu'être demoiselle d'honneur représentait une lourde responsabilité. Et elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais rien dit. Elle est morte en croyant que c'était ainsi, que sa place était en coulisses. Une autre jeune fille a raconté comment sa sœur cadette lui avait demandé de ne pas aller à sa fête d'anniversaire pour ses 15 ans, car tous ses amis étaient blancs et elle ne voulait pas d'explication. Elle avait 19 ans à l'époque. Elle est restée à la maison.
Elle a pleuré en secret. Et leur relation n'a plus jamais été la même. Histoire après histoire. Douleur après douleur. Effacement après effacement. Et tout se terminait par la même phrase. Merci d'avoir dit ce que je n'ai jamais pu dire. Mais il y avait aussi les autres messages. Ceux qui me traitaient d'égoïste, de narcissique, de mère toxique incapable d'accepter que sa fille ait grandi et mène sa propre vie. Ils disaient que j'avais instrumentalisé son mariage à des fins personnelles, que j'avais humilié une jeune mariée par pure vengeance. Que si j'aimais vraiment ma fille, je lui aurais parlé en privé, nous aurions réglé nos problèmes en famille, au lieu de l'exposer ainsi devant 200 personnes. Et vous savez ce qui m'a le plus blessé dans ces messages? C'est que certains étaient fondés. J'avais choisi le moment où ma fille était la plus vulnérable pour faire passer mon message. J'avais instrumentalisé sa notoriété pour imposer mes revendications. J'avais transformé ce qui aurait dû être une fête en une confrontation publique. Et il n'y avait plus de retour en arrière. Ce jour-là est resté à jamais gravé dans la mémoire de tous ceux qui étaient présents. Dans les photos. Dans les vidéos. Dans les conversations qu'ils auraient pendant des années. Aurais-je pu agir autrement? Lui parler plus tôt? Lui expliquer ce que je ressentais? Lui donner une chance de comprendre et de changer? Dites-nous ce que vous feriez. Car plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Seulement des choix. Et chaque choix avait un prix. Le 5e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, las de fuir le monde. C'était mon fiancé. Sa voix était prudente, mesurée, comme s'il s'avançait sur un terrain miné. Madame Helena, il faut qu'on parle. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je ne savais pas. Ni ce qu'elle avait dit. Ni que tu n'étais pas demoiselle d'honneur. Elle ne m'a jamais dit les vraies raisons. Elle a seulement dit qu'elle avait choisi ses amis les plus proches et que tu étais d'accord. Silence à l'autre bout du fil. Respiration haletante. Quand tu as fait ce discours, j'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. Je l'ai confrontée après. Et elle a avoué. Elle a dit que c'était à cause des photos. De l'esthétique. De l'effet que ça donnerait. Et j'ai réalisé que j'avais épousé quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. J'avais le cœur lourd. Non pas de joie, mais de tristesse. Car ce n'était pas une victoire, c'était la destruction. J'avais exposé ma fille à un tel point que même son nouveau mari doutait de son identité. Il a poursuivi. Je ne prends pas parti. Je ne sais pas si ce que tu as fait était bien ou mal. Mais je voulais que tu saches que tout le monde n'était pas contre toi. Que certaines personnes comprenaient. Et j'essaie de faire comprendre à ma femme aussi. Mais elle est anéantie. Brisée. Ce mot a résonné dans ma tête pendant des heures après avoir raccroché. Ma fille était brisée. Et c'était moi qui tenais le marteau. J'ai commencé à me demander ce que je voulais vraiment de tout ça. Est-ce que je voulais justice? Est-ce que je voulais qu'elle s'excuse? Est-ce que je voulais que le monde entier sache qu'elle avait été raciste envers moi? Ou est-ce que je voulais simplement qu'elle me voie? Qu'elle reconnaisse que j'existais, que j'avais de l'importance, que je n'étais pas un simple accessoire jetable dans sa vie? Et même si c'était tout, fallait-il que ça se passe ainsi? N'aurait-il pas pu écrire une lettre? Prendre rendez-vous avec un thérapeute? Parler calmement, loin des projecteurs, loin des caméras, loin des jugements d'inconnus sur Internet? Mais alors, je me suis souvenu de l'invitation. Du 2e rang. De la robe que je ne pouvais pas porter parce que ma peau ne correspondait pas aux couleurs choisies. Je me suis souvenu de toutes ces fois où j'ai ravalé ma honte en silence, espérant qu'un jour quelqu'un le remarquerait, que quelqu'un se soucierait de moi, que quelqu'un me demanderait si j'allais bien. Et personne ne me l'a jamais demandé. C'est peut-être pour cela que j'ai choisi la scène. Car le silence est inefficace quand personne n'écoute. 2 semaines après le mariage, ma fille s'est présentée à ma porte. Elle n'avait pas appelé. Elle ne m'avait pas prévenu. Elle a simplement sonné un samedi matin et est restée là quand j'ai ouvert. Elle n'était pas maquillée. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait les yeux cernés. Elle semblait avoir pris des années en 15 jours. Nous sommes restés là, à nous regarder, sans savoir qui devait parler en premier. Sans savoir s'il restait des mots pour réparer ce qui avait été brisé. Elle ouvrit la bouche. La referma. Puis essaya de nouveau. Puis-je entrer? J'ai ouvert la porte. Elle est allée directement au salon et s'est assise sur le même canapé où elle s'asseyait enfant, lorsqu'elle venait me raconter l'école, ses amis, ses rêves. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle. La même distance physique qu'auparavant.
mais désormais alourdie d'un poids qui n'existait pas auparavant. Le mariage est devenu la risée d'Internet. Elle a dit ça en regardant ses propres mains. Pas moi. Il y a des mèmes. Chaque photo que je publie reçoit des commentaires. On me tague dans des vidéos sur le colorisme, le racisme familial, les mères toxiques. Je ne peux plus ouvrir Instagram sans voir quelqu'un parler de ce qui s'est passé. Je suis restée silencieuse. Car rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait pu changer la situation. Internet avait fait ce qu'il fait toujours, transformer un moment intime en spectacle public, le juger, le partager, l'immortaliser. Gabriel veut que nous allions en thérapie de couple. Gabriel. Le fiancé. Maintenant son mari. Avant, elle ne l'appelait jamais par son nom quand elle me parlait. C'était toujours « il » ou « mon petit ami ». Mais maintenant, elle avait besoin de son nom complet, comme si c'était important que je sache qu'il avait sa propre identité, ses propres opinions, qu'il n'était pas juste une extension d'elle-même. Il pense que j'ai un problème avec mon identité noire, que j'ai intériorisé le racisme, que je dois le déconstruire. Il a utilisé ces mots, déconstruire. Elle rit. Mais il n'y avait rien d'amusant dans ce rire. C'était un rire amer hélas, le rire de quelqu'un d'exténué à force d'être analysé. Et peut-être qu'il a raison. Je n'en sais plus rien. Je sais seulement que j'ai passé ma vie à essayer de m'intégrer, à essayer d'être acceptée, à essayer de prouver que j'étais aussi bien que les filles blanches à l'école, à la fac et au travail. Et ça a marché. J'ai réussi. J'ai une carrière, j'ai un mari, j'ai une vie qui paraît parfaite sur les réseaux sociaux. Elle a fini par me regarder. Mais ce faisant, j'ai oublié que toi aussi, tu essayais de t'intégrer. Que toi aussi, tu vivais tout ça. En pire. Parce que tu as la peau plus foncée que moi. Et je m'en suis servi contre toi. Silence. J'ai utilisé la couleur de ta peau comme prétexte pour t'exclure de mon mariage. Ce n'était pas une question d'esthétique, mais de honte. La honte que les gens te regardent, puis me regardent, et voient que je suis une femme noire. Car dans mon esprit déformé, cela me rendait inférieure. Les larmes se mirent à couler sur son visage. Elle ne chercha pas à les cacher. Elle les laissa tomber. Et le pire, c'est que je savais que j'avais tort. Je le savais. Mais je l'ai fait quand même. Parce qu'il était plus facile de t'exclure que d'affronter ce que je ressentais vraiment. Plus facile de te reléguer au second plan que d'admettre que j'ai de sérieux problèmes d'identité. Elle prit une profonde inspiration. Mais tu n'aurais pas dû faire ça. Pas comme ça. Devant tout le monde. Détruire mon mariage. Transformer le jour le plus important de ma vie en une scène pour ta souffrance. Et voilà. Le nœud du problème. Nous avions tous les deux raison. Nous avions tous les deux tort. Et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Je sais. C'est tout ce que je pouvais dire. Parce que c'était vrai. Je le savais. Je le savais depuis l'instant où j'avais acheté la robe blanche. Je choisissais la guerre plutôt que la paix, la justice plutôt que l'harmonie, et le fait d'être entendu plutôt qu'aimé. Ma fille s'est essuyé le visage avec le dos de la main. Pourrons-nous régler ce problème? Je la regardais. La femme qui avait grandi en moi. Qui avait été mon sein. Qui avait appris à marcher en me tenant la main. Et je vis aussi la femme qui m'avait exclu de son propre mariage à cause de la couleur de ma peau. Les deux coexistaient. Fille et oppresseuse. Victime et agresseuse. Humaine et imparfaite. Je ne sais pas. Et c'était la vérité la plus honnête que je pouvais donner. Elle hocha la tête. Elle se leva. Elle se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta, la main sur la poignée. Je t'aime. Malgré tout. Même après tout. Je t'aime aussi. Et il aimait. Mais l'amour ne répare pas tout. L'amour n'efface pas l'humiliation. L'amour ne change pas les choix. L'amour ne fait que compliquer les choses, les rendre plus douloureuses, et rendre plus difficile leur résolution simple. Elle est partie. La porte s'est refermée. Et je suis restée là, seule à nouveau, à me demander si le pardon est quelque chose qu'on mérite ou quelque chose qu'on choisit d'accorder, qu'on le mérite ou non. Les mois qui suivirent furent étranges. Pas de réconciliation spectaculaire. Pas de rupture définitive. Juste une nouvelle distance, différente, faite de courts messages aux dates importantes et de longs silences le reste du temps. Ma fille m'envoyait « Bonjour » le dimanche. Je répondais par un emoji cœur. C'était le maximum d'intimité que nous pouvions maintenir sans que l'une de nous ne s'effondre. J'ai recommencé à sortir davantage. Non pas pour oublier, mais pour me souvenir que j'existais au-delà de cette douleur.
Je suis retournée au groupe de danse afro que j'avais quitté des années auparavant, à une époque où le mariage et les enfants me semblaient plus importants que de garder le contact avec mes racines. Les femmes m'ont accueillie comme si je n'étais jamais partie. Comme si elles savaient, sans que j'aie besoin de m'expliquer, que j'étais revenue parce que j'avais besoin de renouer avec des parts de moi-même effacées au fil des ans. C'est dans un de ces cours que j'ai rencontré Mariana. Elle venait de divorcer après 23 ans de mariage. Son ex-mari fréquentait une femme plus jeune, au teint plus clair, qu'il présentait à l'entreprise comme exactement le genre d'épouse qu'il avait toujours désiré. Mariana a ri en me racontant cela, mais c'était un rire douloureux, car on sait qu'il cache des blessures trop profondes pour guérir avec le temps. On a commencé à prendre un café après les cours. Des conversations qui duraient des heures. Sur les familles qui nous aimaient mais qui nous faisaient aussi souffrir. Sur la possibilité d'éprouver à la fois du désir et de la colère envers la même personne. Sur le poids d'avoir passé des décennies à être celui ou celle qui maintient la paix, qui ne se plaint jamais, qui encaisse tout, qui pardonne, jusqu'au jour où c'est tout simplement impossible. Elle m'a dit quelque chose qui n'a cessé de résonner dans ma tête pendant des semaines. Sais-tu ce qui cloche avec la force? Les gens s'y habituent. Ils oublient que la force n'est pas l'absence de douleur. C'est simplement la capacité à continuer à fonctionner malgré la souffrance intérieure. Et quand tu finis par montrer que tu souffres, ils sont choqués. Comme si tu avais rompu un pacte secret d'endurer toujours en silence. J'y pensais à chaque fois que je voyais une notification Instagram de ma fille. Elle avait recommencé à publier. Des photos du quotidien. Rien sur le mariage. Rien sur moi. Comme si ce jour n'avait jamais existé. Mais les commentaires me le rappelaient sans cesse. Il y avait toujours quelqu'un qui posait des questions sur la mer en blanc. Il y avait toujours quelqu'un qui faisait des blagues. Et elle les supprimait. Un par un. Essayant de contrôler le récit d'une histoire qui n'était plus seulement la sienne. Gabriel m'a rappelé 3 mois plus tard. Il m'a dit qu'il suivait désormais une véritable thérapie. Que ma fille commençait enfin à comprendre certaines choses sur elle-même. Sur la façon dont elle avait intériorisé des schémas racistes. Sur la façon dont elle avait traité sa propre mère. Il ne s'est pas excusé pour elle. Il a simplement dit que c'était un long processus et qu'il était là pour la soutenir. Je l'ai remercié. Mais je ne lui ai pas demandé quand je la reverrais. Car j'avais appris que certaines relations ont besoin de temps et d'espace avant de pouvoir les reconstruire. Et forcer la proximité quand on souffre encore ne fait qu'aggraver les blessures. J'ai commencé à écrire. Pas directement sur le mariage, mais sur tout ce qui s'était passé avant. Sur le fait de grandir en tant que noire dans une famille qui valorisait les peaux claires. Sur mon mariage avec un homme qui m'aimait mais qui, en même temps, me considérait comme exotique. Sur l'éducation de ma fille métisse et la prise de conscience qu'elle bénéficiait de privilèges que je n'avais jamais eus, et comment cela avait creusé un fossé entre nous que je ne savais pas comment combler. J'ai publié des textes sur un blog que Concessao m'a aidé à créer. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un les lise. Et pourtant, ils l'ont fait. Des centaines. Puis des milliers. Des femmes noires de tout le Brésil partageant des histoires similaires. Chacune avait sa propre version de l'exclusion familiale. Chacune avait porté des silences trop lourds à porter pour une seule personne. Et c'est dans les commentaires de ces textes que j'ai compris quelque chose d'important. Mon discours au mariage ne parlait pas seulement de ma fille et moi. Il nous parlait toutes. Il parlait de générations de femmes noires qui ont appris à se faire discrètes pour s'intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour elles. Et il parlait de ce qui se passe quand l'une d'entre elles décide enfin de prendre sa place, même si cela signifie tout détruire autour d'elle. Un lecteur a écrit: vous avez donné des mots à une douleur dont j'ignorais même l'existence d'un nom. Un autre témoignage. Ma mère est décédée sans jamais avoir dit non. Merci de l'avoir dit pour elle. Et une autre. Aurais-je un jour le courage de porter ma robe blanche? J'ai lu chaque message. Chaque témoignage. Chaque larme, transformée en mots tapés à 3 heures du matin par des femmes qui se sentaient enfin comprises. Et j'ai réalisé que j'avais fait un choix. Peut-être pas le bon. Peut-être pas le plus bienveillant. Mais un choix nécessaire. Car parfois, être aimé signifie se taire. Et parfois, être libre signifie être entendu. Je ne sais toujours pas laquelle des deux j'ai choisi d'être. Peut-être les deux. Peut-être aucune. Peut-être juste une femme fatiguée qui a enfin cessé de demander la permission d'exister. 1 an après le mariage, ma fille a de nouveau sonné à la porte. Cette fois, je savais qu'elle venait. Nous avions prévu de venir. Nous avions parlé au téléphone quelques jours auparavant.
Sa voix était différente. Plus mûre. Plus fatiguée. Plus sincère. Quand j'ai ouvert la porte, elle tenait un paquet. Elle est entrée lentement, comme si elle visitait un lieu qui avait été son foyer, mais qui était devenu un territoire étranger. Nous nous sommes assises sur la véranda. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les persiennes, projetant des traînées de lumière sur le parquet. Elle m'a tendu le paquet. Du simple papier craft, sans ruban, sans fioriture. Je l'ai ouverte. C'était une photo. Grande, encadrée. Du mariage. Mais ce n'était pas une photo officielle. Quelqu'un l'avait prise avec son téléphone portable pendant mon discours. J'étais debout, en robe blanche, le micro à la main. Et ma fille était à l'arrière-plan, assise, en pleurs, les mains sur le visage. Je la regardais, perplexe. Le thérapeute m'a fait imprimer cette photo. Il m'a dit que je devais la regarder tous les jours jusqu'à ce que je puisse nous voir tous les deux en même temps. Pas seulement moi qui souffre. Pas seulement toi qui m'attaque. Mais nous deux qui ressentons notre douleur dans le même espace. Elle prit une profonde inspiration. Il m'a fallu 8 mois pour pouvoir regarder sans éprouver de colère. 3 autres pour pouvoir regarder sans éprouver de culpabilité. Et maintenant, je vois autre chose. Je vois une mère qui a dû crier pour se faire entendre. Et une fille tellement perdue dans son propre déni qu'elle était sourde aux murmures. Les larmes se mirent à couler sur mon visage. Je n'essayais pas de les cacher. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas effacer la façon dont je t'ai traité. Je ne peux pas prétendre que je ne t'ai pas exclu à cause de ta couleur de peau. Mais je peux dire que j'essaie. Chaque jour. De déconstruire. De comprendre. De changer. Elle m'a tenu la main. Et je peux dire que vous aviez raison. La gentillesse n'est pas une faiblesse. Le silence n'est pas la paix. Et aimer ne signifie pas accepter d'être traité comme un inférieur. Nous sommes restés là, main dans la main, à pleurer ensemble, sans chercher à tout arranger immédiatement. Car la guérison ne se fait pas en un instant. Elle se construit au fil de milliers de petits moments. Dans des conversations difficiles. Dans des silences pesants. Dans le choix quotidien de réessayer, même quand cela semble impossible. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à étudier le colorisme. Le privilège. La façon dont les personnes métisses naviguent entre deux mondes sans appartenir pleinement à aucun. Elle m'a dit qu'elle s'était excusée auprès de ses tantes noires, jamais invitée aux événements importants. Qu'elle avait cessé de retoucher ses photos pour éclaircir son teint. Qu'elle avait commencé à se demander pourquoi tous ses amis proches étaient blancs. Et il m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Apprends-moi. Apprends-moi à être la fille d'une femme noire sans honte. Apprends-moi à prendre ma place sans t'effacer. Apprends-moi à être forte comme tu le es. J'ai ri. J'ai pleuré. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je ne sais pas si je suis le meilleur exemple de force. J'ai brisé ton mariage, ma fille. Elle secoua la tête. Tu as sauvé mon mariage. Car si Gabriel n'avait pas vu qui j'étais vraiment ce jour-là, nous aurions bâti toute notre vie sur des mensonges. Tu m'as forcé à me regarder en face. Et je t'en ai voulu. Mais maintenant, je comprends que c'était la plus belle preuve d'amour que tu pouvais me donner. Nous avons passé tout l'après-midi à parler. De tout et de rien. De sa grossesse et de sa peur d'élever un enfant noir dans un monde où les préjugés persistent. De ma peur d'être grand-mère et de reproduire les mêmes erreurs. De notre découverte commune que la famille, ce n'est pas l'absence d'erreurs, mais le courage de les reconnaître. Quand elle est partie, il faisait déjà nuit. Elle m'a serré dans ses bras sur le seuil. Elle s'est attardée. Et m'a murmuré à l'oreille. Sur la prochaine photo importante, tu seras juste à côté de moi. Je te le promets. J'ai fermé la porte et me suis appuyée contre elle, sentant le poids d'une année entière s'envoler de mes épaules. Car le pardon ne se produit pas en un instant. Il se construit au fil des petits choix quotidiens de persévérer, même quand il serait plus facile d'abandonner. Aujourd'hui, je sais que cette robe blanche a tout changé. Elle a détruit certaines choses. Elle en a construit d'autres. Mais surtout, elle m'a montré que je n'ai pas besoin d'être invisible pour être aimé. Que occuper sa place n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Si cette histoire vous a touché, merci de la liker, car ce genre de témoignage n'atteint que ceux qui en ont besoin lorsqu'ils sont partagés par des personnes qui comprennent le poids du silence. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, qui en a assez de vivre dans l'ombre, partagez ce message. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de femmes qui ont choisi la dignité plutôt que le silence. Car au final,
Peu importe que vous portiez du blanc, du noir ou une autre couleur. Ce qui compte, c'est de refuser de disparaître pour le confort des autres. Ce qui compte, c'est de choisir d'être vu, même si cela implique de tout détruire autour de vous pour enfin vous reconstruire. Et si vous vous demandez si cela en vaut la peine, si le prix est trop élevé, s'il vaut mieux continuer à l'accepter en silence, je vous dis, portez votre robe blanche. Au sens propre comme au figuré. Portez ce qui vous donne de la force. Et laissez le monde décider s'il est prêt à vous voir. Parce que tu as toujours mérité d'être sur la photo. Tu l'as toujours mérité.